la question de la vie que l'on a après 50 ans. La deuxième vie, dirais-je. C'est la vie que l'on a alors que l'on a déjà eu une première vie où l'on a eu ses enfants, ou entre 20 et 30 ans, on a rencontré quelqu'un avec qui on a eu ses enfants, avec qui on a eu généralement sa première maison, et avec qui la vie s'est arrêtée, comme cela est quasiment toujours le cas maintenant à notre époque. Alors, bien entendu, ce que je dis est une généralité, donc comme toutes les généralités, elle souffre de nombreuses exceptions, bien heureusement, quoique c'est à se demander, malgré tout, car si dans cette première vie on considère comme le Saint Graal de réussir à passer toute sa vie avec la même personne, bien entendu, si la séparation est toujours douloureuse, lorsque l'on a dépassé cette période de séparation un petit peu douloureuse, finalement on se dit qu'on a une deuxième chance de faire une deuxième vie, différente bien entendu. On ne va pas avoir de nouveau des enfants, on ne va pas refaire ce qu'on a fait dans la première vie, surtout on va tirer les conséquences, les leçons de tout ce qu'on a fait dans cette première vie pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et avoir une autre vie différente. Cela veut donc bien dire que dans cette deuxième vie, on va aborder les choses différemment. On va aborder les choses différemment tout d'abord parce que on a l'expérience d'une vie que l'on n'avait pas lorsque l'on a abordé la première vie. Ce qui n'a rien à voir avec les connaissances. On peut très bien avoir été prévenu, pour ma part je ne l'étais pas, mais on peut avoir été prévenu des erreurs à éviter dans cette première vie. Cela n'empêchera pas de devoir vivre cette première vie en vivant les erreurs d'une première vie lorsque l'on n'a pas l'expérience. Dans cette première vie, bien entendu, c'est la vie avec les enfants. Donc plus ou moins, c'est malheureusement les enfants qui, lorsque les choses se passent mal, vont devoir en faire les frais. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'on limite les dégâts quand on est capable d'être des parents responsables. Pour cela, il faut être deux parents responsables. Parce que s'il n'y en a qu'un et que le deuxième ne l'est pas pour le bien des enfants, malheureusement, les enfants n'auront pas un couple parental pour eux. Mais quand les deux parents sont responsables, qu'ils soient séparés ou pas, les enfants auront le couple parental qui restera là pour eux, pour veiller sur eux, car pendant très longtemps, de toute façon, on a besoin des parents. J'irais même jusqu'à dire que psychologiquement, on a besoin des parents jusqu'à la fin de cette première vie. Et quand on ne les a pas, c'est un handicap. Parce que l'on n'a pas la présence en arrière-plan sur laquelle on peut s'appuyer. Ce qui me semble important dans cette première vie. Ensuite, quant à la deuxième vie, que l'on aborde après la première vie, aux alentours de la cinquantaine, les choses sont complètement différentes. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques années, alors que j'en étais au tout début de ma deuxième vie. Et alors, j'avais pas encore l'expérience de cette deuxième vie, j'avais pas encore le recul. Et maintenant, j'observe les choses avec beaucoup plus de recul. Et c'est pour ça que cette vidéo peut être intéressante, dans le sens où elle peut rendre service à des personnes qui abordent ou ont abordé cette deuxième vie, ou vont l'aborder. Parce qu'un témoignage donne un ressenti, avec un recul que l'on n'a parfois pas, et qui peut nous être utile ou nous aider, selon la situation dans laquelle on se trouve. Alors je parle bien de cette deuxième vie que l'on aborde après avoir élevé ses enfants jusqu'à ce que, on va dire, le dernier soit majeur à quelque chose près.
C'est-à-dire lorsque l'on a vraiment clos cette première vie. Les choses sont légèrement différentes lorsque l'on se sépare sans avoir clos la première vie, c'est-à-dire en laissant un enfant qui n'a pas terminé son adolescence. Les choses sont un petit peu différentes parce que dans ce cas-là, on peut avoir un sentiment de culpabilité de ne pas avoir attendu jusqu'à ce que l'enfant soit sorti d'affaires en quelque sorte. Et cela peut compliquer un petit peu les choses. Par contre, dans le cas où, comme je l'ai vécu, on a attendu le moment où le dernier enfant est majeur, atteint le stade des études et donc peut voler de ses propres ailes sans avoir à s'appuyer sur le cocon familial, on a ce sentiment de la mission accomplie. On se dit que, quoi qu'il arrive, les enfants ont été menés à terme et qu'il ne leur reste plus maintenant qu'à voler de leurs propres ailes. Car en tant qu'étudiant, un enfant qui a été formé correctement va étudier, va réussir ses études s'il travaille, bien entendu, et aura donc toutes les possibilités pour s'en sortir dans la vie. Bien entendu, s'il ne travaille pas, il ne réussira pas. Mais cela est le lot de tous les étudiants, quels qu'ils soient. Donc la séparation des parents n'a rien à voir avec cela. Pour revenir donc à cette deuxième vie que l'on aborde à partir de la cinquantaine, lorsque l'on a mené à terme l'évolution des enfants, je dirais que le danger principal est de se lancer tête baissée dans une nouvelle vie en essayant de reproduire inconsciemment la première vie. Parce qu'on a généralement cette impression d'avoir raté sa première vie. C'est l'impression que j'ai eue moi au tout début. Et puis le temps passant, je me suis rendu compte que cette perception des choses était quelque peu fausse, en ce sens où on ne peut pas dire qu'une vie va être ratée du fait que notre vie n'est qu'une vie humaine. Et donc forcément elle n'est pas parfaite, et donc forcément elle aura des aspects qui seront réussis et d'autres qui seront ratés. Donc on ne peut pas dire qu'une vie est ratée. On peut dire qu'une vie aura eu des aspects qui seront réussis et d'autres qui le seront moins. Mais on aura fait une expérience qui est ce qu'elle est, mais qui n'a pas à être jugée ni positivement ni négativement, qui est simplement une vie qui aura été ce qu'elle aura été. Et à partir de là, il est inutile d'essayer de reproduire la même chose pour réussir ce que nous aurions l'illusion d'avoir raté. Parce qu'en outre, de toute façon, il n'est pas possible de refaire à 50 ans la même chose que ce que l'on a fait à 20 ou à 25. On ne va pas avoir les mêmes besoins. On a déjà eu des enfants, on n'a plus besoin d'avoir des enfants à 50 ans. Dans le sens où l'expérience ayant été déjà faite, elle n'a plus à être reproduite comme répondant à un besoin vital de reproduction. Donc ce besoin n'est plus nécessaire et de toute façon il n'est plus possible pour la femme. Ensuite, il y a un paramètre que l'on prend peu en considération, c'est le fait que lorsque l'on a entre 20 et 25 ans, on sort tout juste du cocon familial. Et on a donc l'habitude, en arrière-plan, d'avoir papa-maman, plus ou moins, ou en tout cas d'être pris en charge, d'avoir son linge fait par maman, d'avoir les parents derrière soi pour nous encourager, pour nous rassurer, pour nous donner de la force face à la vie, face aux épreuves, face aux études, face au monde professionnel. On n'a donc pas l'habitude d'être seul. Et c'est cela que l'on ne voit pas lorsque l'on a cet âge-là. À 20-25 ans, on cherche, sans le savoir, à ne pas être seul. On ne cherche pas quelqu'un. On tombe sur quelqu'un qui vient remplacer la maman pour les garçons, le papa pour les filles, le papa qui va rassurer, le papa qui va donner l'impression d'être en sécurité finalement, c'est-à-dire de représenter cette force virile, sécurisante que représentait le père, qui n'est plus là à partir du moment où on l'en a élu domicile ailleurs que chez les parents. Et c'est ainsi qu'à cet âge-là, dans cette première vie, bien des garçons recherchent la maman chez la copine, et bien des filles recherchent le papa chez le copain, sans que l'on s'en rende compte. Cela est tout à fait inconscient. On ne peut s'en rendre compte que bien plus tard, éventuellement.
Lorsque l'on aborde cette première vie, où l'on sort du cocon familial de chez papa et maman, on ne sait pas cuisiner. On essaie, mais on n'a pas l'expérience de la mère qui a 20 ans d'expérience derrière elle. Que l'on soit un garçon ou que l'on soit une fille. Et donc on ne se sent forcément pas à la hauteur de la mère, pour ce qui concerne la cuisine bien souvent, ou du père pour bien d'autres choses. On est encore des enfants sous la coupe des parents, même si on s'en défend bien entendu. Mais à 25 ans, à 30 ans, on a besoin de toute l'expérience du père concernant une foule de choses de la vie. On a besoin de la mère concernant une foule d'autres choses dans la vie. Et si on ne les a pas, on n'a pas cette expérience derrière nous pour nous aider à avancer. Mais généralement, on a cela. Et lorsque l'on aborde la deuxième vie, c'est là que se trouve la plus grande différence. Mis à part que la notion d'enfant est déjà résolue. Mis à part ce secteur-là, on aborde la vie en n'ayant plus besoin de quelqu'un qui va remplacer le père ou la mère. Parce qu'on sait vivre sans avoir ce besoin-là. Lorsque l'on a une cinquantaine d'années, que l'on soit un homme ou une femme, on sait tout faire normalement. On sait s'assumer dans tous les secteurs de la vie. Ce qui était absolument impossible à 25-30 ans. On sait se faire à manger correctement, de manière saine, on sait assumer son linge, on sait tenir sa maison proprement, on sait avoir une vie équilibrée, régulée. Tout cela, dans la première vie, on ne le maîtrise pas. Donc on a une première vie sans maîtrise. Lorsque l'on aborde la deuxième vie, on a cette maîtrise quasiment absolue de tous les différents secteurs de la vie que l'on n'avait pas dans sa première vie. Cela change tout, car dans la première vie, notre motivation est de trouver quelqu'un pour retrouver cette régulation que nous avions chez nos parents. Dans la deuxième vie, nous n'avons plus besoin de cela. Donc nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour vivre. La grande différence est là. Cela veut dire que lorsque l'on aborde la deuxième vie, pour résumer, on n'a pas besoin de quelqu'un. On peut vivre tout seul. Et je dirais même mieux, on est content d'être seul. Parce que on a vécu toute une vie, tout d'abord avec les parents lorsque l'on était enfant, ensuite avec le père ou la mère de ses enfants, où l'on a toujours eu besoin de quelqu'un. Et où l'on n'a jamais été capable de s'assumer seul. Lorsque l'on en arrive à cette deuxième vie, où on est capable de totalement s'assumer seul, on en a une certaine fierté, il faut bien le dire, et une certaine satisfaction. Et le besoin de l'autre n'est plus du tout le même. On n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. C'est ce que l'on n'imagine pas avant, parce qu'avant on ne sait pas que l'autre est un besoin. Besoin que l'on appelle parfois amour, ou qui peut être de l'amour, mais pas forcément. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'on peut avoir l'impression qu'on aime quelqu'un, mais qui a rempli un vide. Cela revient à dire que quelqu'un va penser aimer quelqu'un d'autre, non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il remplit un espace vide. Cela explique pourquoi autant de couples se séparent dès que les enfants sont grands. Car sinon, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas se séparer. On s'éloigne un temps, puis on se rapproche. On reprend les choses avec un petit peu plus de maturité éventuellement, mais on ne se sépare pas. Si on aime quelqu'un, on ne se sépare pas. Lorsqu'on se sépare, la personne qui se sépare montre qu'elle n'aimait pas l'autre et que celui-ci ou que celle-ci ne remplissait qu'un vide. Et donc pour la personne qui se rend compte de cela, cela est un grand bénéfice que de s'être séparé sans l'avoir voulu de quelqu'un qui finalement ne l'aimait pas. Cela peut d'ailleurs être douloureux, parce qu'on peut se séparer de quelqu'un que l'on aimait, mais qui ne nous aimait pas et qui s'est donc séparé de nous, parce qu'à un moment donné, cette personne n'a plus besoin de nous. Mais il vaut mieux cela que de rester avec cette personne et de rester dans l'illusion d'avoir été aimé alors que l'on ne l'a pas été. Et j'en reviens pour illustrer cela à l'exemple de deux personnes que j'ai connues qui aux alentours de 80 ans ont perdu leur conjoint. Il
s'agit d'un homme qui a perdu sa femme d'une tumeur au cerveau et d'une femme qui a perdu son mari. Et bien dans ces deux cas-là, ces personnes-là qui ont passé toute leur vie avec le même conjoint, qui ne se sont donc pas séparées lorsque les enfants ont été grands, se sont retrouvés littéralement libérés au moment de la mort de leur conjoint. Cela ne s'est pas vu tout de suite. Il a fallu attendre quelques mois quand même, mais cela a été extrêmement choquant de se rendre compte que pour l'homme par exemple, il s'agissait d'une personne qui ne parlait quasiment pas. Dès l'instant où sa femme a disparu, il s'est libéré, il s'est mis à parler comme jamais. Et pour la dame de 80 ans qui a vu disparaître son mari, il s'agissait bien entendu d'une personne d'avant les années 68 qui est restée la bonne épouse docile tout au long de sa vie, mais qui a été véritablement libérée lorsque son mari a disparu. Cela s'est senti immédiatement. Et cela est dramatique parce que pour des enfants, par exemple, qui connaissent leurs parents, ils ne se rendent pas compte que les parents ne sont pas un individu, mais une association de deux individus. C'est ce que j'appelle, moi, A plus B égale C. Les enfants connaissent C. C1, le père, C2, la mère, mais ils ne connaissent pas A ni B, qui composent C. Et lorsque l'un des deux disparaît, ils font la connaissance avec A ou avec B. Et parfois, A ou B n'a rien à voir avec C. Et là, il peut y avoir de très très grosses surprises. Dans tous les cas, on perd non pas un parent, mais deux parents. Pour en revenir à notre notion de deuxième vie, lorsque l'on aborde cette deuxième vie, on ne l'aborde pas du tout avec les mêmes arrière-plans. Car comme je le disais, on n'a plus besoin de quelqu'un. On est capable de vivre seul, non seulement, mais en outre cela donne une certaine jouissance d'être capable de tout assumer, surtout pour un homme je dirais, parce qu'une femme en général sait le faire, mais pas forcément un homme. Et pour un homme, le fait d'avoir dans sa première vie la mère de ses enfants qui s'occupe de tout, lui donne l'impression d'être incapable de tout cela. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai du tout. Et lorsqu'il aborde sa deuxième vie, il peut se rendre compte qu'il est capable de tout. Exactement aussi bien que l'était la mère de ses enfants, mais que celle-ci, ayant plus ou moins monopolisé toutes ces tâches-là, en se plaignant d'ailleurs la plupart du temps de ne pas avoir eu suffisamment d'aide, ne se rendant pas compte qu'en monopolisant toutes ces tâches-là, le mari ou conjoint ne pouvait plus y accéder. Et donc lorsque celui-ci aborde sa deuxième vie, et qu'il peut enfin accéder à toutes ces tâches-là, eh bien il va se rendre compte qu'il est tout à fait capable d'assumer sa lessive, car cela n'a absolument rien de compliqué, qu'il est tout à fait capable de se faire de très bons plats, de se faire à manger tout à fait sainement, sans que cela soit une charge, et au contraire, il va se rendre compte qu'il est capable de cuisiner, comme le faisait la mère de ses enfants, peut-être parfois mieux, car il aura eu toutes les expériences précédentes de ce que faisaient ses parents, de ce que faisait la mère de ses enfants, et que tout cela ayant mûri, lorsqu'il s'y mettra, il aura une maturité qu'il n'imaginait même pas bien souvent. Et il en va de même pour toutes les tâches qu'il pourra accomplir sans la moindre difficulté. Et donc il y a véritablement une certaine jouissance pour un homme d'être indépendant, de savoir s'assumer, de savoir avoir une maison propre, de dire c'est moi qui suis capable de ça. Je n'ai besoin de personne. Et s'il y avait quelqu'un au milieu, je ne pourrais plus avoir cette possibilité-là. Je me retrouverais à nouveau dans la situation du petit garçon qui est chez maman, ou du petit copain de 25 ans qui a la copine qui fait tout. La manière d'aborder la deuxième vie est donc tout à fait différente. Alors bien entendu, on peut rencontrer quelqu'un, bien sûr. Et cela est bien. On peut tomber amoureux, bien entendu, et cela est bien aussi. Mais cela ne se fera plus du tout avec en arrière-plan le besoin que l'on a dans la première vie d'avoir quelqu'un qui va assumer des tâches pour nous. Donc ce sera beaucoup plus un sentiment vrai, sans qu'il y ait de besoin. Et il faut bien distinguer la perception de l'homme et de la femme. Je dirais qu'a priori, la femme est beaucoup plus affective que l'homme, et que l'homme est un petit peu plus intellectuel. Semblerait-il, en apparence en tout cas, dans cette deuxième vie,
car l'homme aura su se protéger et saura ne pas vouloir reproduire une nouvelle première vie, car il sait qu'il l'a déjà eue, cette vie. Donc pour une femme, cela peut être compliqué d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui ne s'attache pas. Non pas parce qu'il ne s'attache pas, mais parce qu'il ne veut pas abandonner cette indépendance qui pourra être mal vécue par une femme, qui pourra s'imaginer que l'homme peut vouloir une certaine indépendance pour batifoler, ce qui peut être le cas, mais pas forcément. On peut très bien avoir très bien vécu dans sa première vie et ne pas avoir envie ou ne plus avoir envie dans la deuxième vie de revivre ces choses-là que l'on a vécues dans sa première vie. Donc batifoler est quelque chose qui peut se comprendre, tout dépend comment on a vécu lors de sa première vie. Si dans sa première vie on a été une personne qui a été bloquée, qui a été coincée, forcément le besoin peut être là et il peut avoir à être vécu dans sa deuxième vie. Mais si l'on a par exemple été un étudiant qui a bien vécu pendant ses années d'études à la fac, avant de connaître le père ou la mère de ses enfants, lorsque l'on abordera sa deuxième vie, on n'aura plus ce besoin de s'amuser, de batifoler, comme on pourrait l'avoir autrement. Et donc on aborde cette deuxième vie beaucoup plus sereinement. Quand on a eu toutes ces choses dans la première vie, dans la deuxième vie, on est content d'avoir un chez-soi, on est content de cette autonomie, de cette indépendance que l'on est capable d'assumer. Car tant que l'on n'est pas capable d'assumer cette indépendance, il y a une angoisse, l'angoisse de ce que l'autre pourrait ne plus nous apporter et dont on a besoin. Lorsque l'on arrive à cette indépendance, alors disparaît cette angoisse. Et alors apparaît une certaine sérénité que l'on n'a pas autrement. On ne peut pas être serein si l'on dépend du bon vouloir de quelqu'un. On ne peut atteindre une certaine sérénité qu'à partir du moment où l'on atteint une certaine indépendance. En ce sens, je pense qu'il y a une certaine différence entre la plupart des hommes et la plupart des femmes. Pour généraliser, je dirais que beaucoup d'hommes cherchent cette indépendance. Tant que l'homme n'est pas capable de cela, l'indépendance est quelque chose qui lui reste inaccessible. Et concernant la femme, les choses sont légèrement différentes du fait que pour la femme, il y a généralement une notion de sécurité qui intervient. C'est-à-dire qu'une femme a besoin de la présence d'un homme, bien souvent, pour se sentir en sécurité, ce dont n'a pas besoin l'homme. Cependant, lorsque l'on atteint ce stade où l'on est capable d'être indépendant, là peut alors être abordée cette deuxième vie à deux. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un chez soi, mais on peut très bien être à deux pour aborder cette deuxième vie avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est là que la vie devient peut-être très agréable.